Bon, moi, je vais plus vous parler des usages. Et comme les usages autour des trognes et autour de l'utilisation des arbres dans l'élevage, en France et en Corse, il n'y en a plus beaucoup, on a perdu la mémoire. Ça, c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est que même la mémoire s'est effacée. En tout cas, ici, c'est assez phénoménal. Et donc, je vous propose d'aller de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a à peu près les mêmes trognes qu'ici, les mêmes pratiques que celles qu'il y avait autrefois, sauf que c'est encore vivant. C'est des trognes qui sont encore en utilisation et qui rappellent énormément ce qui se passait ici. Donc, comment est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Pourquoi ils le font? Et comment est-ce que ça peut inspirer des reprises de trognes en France? Donc ça, je passe et vous allez voir un peu. Un tout petit rappel, Dominique, on a un tout petit peu parlé. Pourquoi est-ce qu'on veut faire manger de l'arbre à tous nos animaux qui ont l'habitude, enfin qu'on a l'habitude de considérer comme des mangeurs d'herbe? D'abord parce que tous nos animaux d'élevage ont des origines forestières. C'est-à-dire qu'ils ont été domestiqués à partir d'anciens cousins sauvages, et ces cousins sauvages habitaient dans les forêts et consommaient de l'arbre. Et que tout le début de l'élevage, ça consistait à domestiquer les animaux, mais en les maintenant dans leur écosystème d'origine. Donc toujours en leur faisant consommer de l'arbre, puis peu à peu, on a dérivé vers l'herbe. Je vais très vite parce que c'est pas intéressant. C'est juste, voilà, on n'a pas le temps surtout, voilà. Alors tous ces animaux qui consommaient les produits de la forêt, le plus connu et celui qui est resté le plus longtemps en usage, c'est effectivement les porcs. Les porcs qui étaient menés à la glandée dans les forêts pour consommer des glands, pour s'engraisser. Et ça, c'est une pratique qui a duré jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, où là, on a un élevage confiné qui s'est mis en place. Mais c'était vraiment un des grands usages pastoraux de la forêt, qu'on retrouve ici, aujourd'hui, en Corse, au niveau de la châtaigneraie, et au niveau aussi de certains éleveurs qui utilisent plutôt les glands, on le verra. Et là, on est vraiment dans un élevage complètement associé à l'arbre et qui reprend ces anciennes pratiques de complémentarité entre l'élevage et la forêt, avec des produits d'excellente qualité, qu'on va retrouver un peu partout, ces initiatives de reprise des races locales et d'un élevage associé aux produits de l'arbre. On va le retrouver en Provence, on le retrouve, je pense, la deuxième grande initiative, ça a été au Pays Basque, avec le porc basque, et puis le noir de Bigorre aujourd'hui, qui est en pleine expansion. Donc, à la fois, on récupère des races locales, parce que les gros cochons roses engraissés à la céréale, vous ne pouvez pas trop les lâcher dans la forêt, ils ne savent pas marcher, ils sont trop lourds, ils ne savent pas se nourrir. Alors que les races locales sont adaptées. Et c'est ça qui est important, si on veut réhabiliter la nourriture à partir de l'arbre, il faut récupérer les races qui sont capables de manger de l'arbre. Parce qu'il y a eu des essais qui ont été faits, par exemple au Maroc, sur l'introduction de chèvres des alpines. Hein. Ils se sont dit, les alpines, c'est bien, ça va aller dans la forêt, mais les alpines chamoisées, elles ne savent pas marcher dans la forêt. Donc ils les ont lâchées sur les parcours dans le Rif. Évidemment, les chèvres, elles se sont cassées les pattes, elles sont trop lourdes, elles ne savent pas marcher, et elles ne savent pas se nourrir à partir des végétations arborées et buissonnantes qu'il y a dans les montagnes marocaines. Donc on a confiné les chèvres, donc il a fallu faire du fourrage, et toute l'augmentation de production qu'on voulait, enfin Jean-Paul pour en parler, tu étais là. On y était il y a une semaine. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas la race qui est adaptée au système agro-silvo-pastoral que vous voulez mettre en place, ça ne va pas marcher. De l'INRA de Lusignan. On leur aurait donné du fourrage de chêne vert. Il y en a une qui a mis le nez dedans, mais elle n'a pas du tout touché, elle n'a pas du tout mangé. Ouais. C'est comment dire, la Primolstein. non, oui, c'est des croisements, Primolstein et autres, enfin, mais elles ont plus. C'est aussi de l'apprentissage. Mais par contre, le parcours, donc la marche, ça, c'est pas que de l'apprentissage, c'est de la conformation de squelette et de muscles. Sur les bovins, alors les bovins, c'est l'animal par excellence qui mange de l'herbe et qu'on ne va pas mener en parcours, sauf que là, alors, si on revient à l'origine,
des bovins laurox. C'était un animal de confins forestiers, de clairières dans la forêt, de bords de cours d'eau. Et pendant très longtemps, les vaches, les petits troupeaux de vaches, étaient menés dans la forêt, là aussi, où ils pouvaient consommer de l'arbre. On retrouve ça de l'autre côté, au Maroc, où il y a souvent une vache par famille pour la production de lait. Et c'est là aussi souvent la grand-mère qui va prendre une vache de vache et qui va aller parcourir le terroir. Donc, et les animaux vont manger quelques repousses d'herbe qu'il peut y avoir sur les bords des champs, mais aussi pas mal de buissons et pas mal d'arbres. Bon, on a vu, là c'est encore une image d'une vache qui pourtant a un peu à manger en bas, j'en ai d'autres plus parlantes, et qui va justement aller se nourrir sur le chêne qui est au-dessus, parce que, bon, pour des tas de raisons, en particulier parce que sans doute elle ne va pas trouver ce qu'il y a, ce qui lui convient à ce moment-là dans le fourrage herbacé qu'il y a. Moi j'ai une image de... Là c'est sec, mais j'ai une image justement un jour de sécheresse où l'éleveur avait amené du foin. Assez bête, à ces vaches, elles étaient toutes au pied d'un chêne vert parce qu'il faisait vraiment chaud. Elles avaient le ventre qui baignait dans le foin et elles étaient en train de manger au-dessus. Alors cette association, on va la retrouver pas mal sur des races locales, les taureaux noirs, qui sont nourris dans des parcs arborés en Camargue, avec une AOP sur la viande de taureau de Camargue. Ils mangent de l'herbe et ils mangent de l'arbre. Tous les parcours sont arborés. Alors les parcours arborés, ce n'est pas uniquement la nourriture, c'est aussi l'abri, c'est la protection contre la pluie, contre le soleil. Je ne sais pas si j'ai... cette image, non. Alors là, on est en garrigue. Là, on n'est plus sur des taureaux noirs, mais c'est aussi des vaches qui vont consommer de l'herbe, du buisson et des feuilles d'arbres. Donc, quelque chose qui est en train de se redévelopper, en tout cas dans le Languedoc. Et puis, ça, c'est dans le Lot. Dans le Lot, on est dans des paysages de mosaïque forêt-pré. Et aujourd'hui, les éleveurs ont réouvert leurs petites parcelles de forêt aux animaux, parce qu'ils disent, mais pendant l'été, vous n'imaginez pas comment il fait chaud, et donc pendant l'été, nos vaches, elles vont se mettre à l'abri là et elles vont manger. Et aujourd'hui, c'est dans le Lot, donc on n'est pas du tout en région méditerranéenne, c'est une pratique qui se redécouvre parce que les animaux ont aujourd'hui besoin de la forêt pour des tas de raisons. Là, on est sur du sylvopastoralisme bovin en partenariat entre l'ONF et les éleveurs dans les Cévennes pour entretenir, là c'est plutôt pour entretenir le sous-bois, donc éviter qu'il s'embroussaille trop, et c'est un partenariat qui couvre toute une montagne et qui est en train de se multiplier. Les chèvres, bon ça on sait que les chèvres c'est des grands consommateurs d'arbres. Il n'y a plus beaucoup d'élevage côté méditerranéen, de l'autre côté là, de la Corse qui sont encore en parcours. Ça revient un petit peu. Et il y a toute une région au-dessus de Marseille qui a réinvesti les garrigues avec des troupeaux de chèvres du Rove, là, avec en particulier la fabrication de brousses qui a aujourd'hui une AOP. L'arbre, là on revient, on retourne au Maroc où on y va. Ce n'est pas uniquement intéressant pour ses feuilles, c'est aussi intéressant pour ses fruits. Là on est en bordure nord du Sahara avec l'acacia, donc on est dans des parcours mixtes. Il y a beaucoup d'acacias, les acacias sont souvent quand même assez disséminés, on n'est pas dans des forêts jointives. Cet acacia qui est l'acacia radiana, comme l'acacia albida, qui s'appelle autrement aujourd'hui, a cette particularité qui va mettre ses feuilles en saison sèche. Donc c'est une des rares sources de fourrage qu'on va trouver en saison sèche, et les bergers vont gauler les arbres, à la fois pour faire tomber les feuilles, mais là aussi en saison pour faire tomber les fruits. Et les fruits d'acacia, les gousses, qui sont très riches en protéines et très riches en plein de minéraux dont les animaux ont besoin. C'est une véritable cure de vitamines pour les animaux en saison sèche où ils sont vraiment à moitié en train de mourir de faim. Donc ne pas oublier aussi l'apport que peuvent avoir les fruits de ces arbres sauvages pour le bétail.
Et puis là, on est dans des parcours, on y reviendra, comment se fait l'affouragement à terre. Mais les arbres, là, donc on en a beaucoup parlé avec Dominique, on en reparlera. Pour le fourrage, vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose en sous-bois, il y a beaucoup trop de pression pastorale aussi. Et donc là, on va mettre les arbres, qui sont les chênes verts, à contribution le long du parcours pour nourrir les animaux. Je ne sais pas ce que ça fait là, c'est pas trop... Voilà. Alors au Maroc, il y a des trognes partout. Et là, on va aller très vite. Ça, c'est des trognes de pistachier de l'Atlas, qu'on ne trouve pas ici. Pistachier de l'Atlas, c'est un arbre extraordinaire qui pousse absolument partout, dans toutes les conditions, qui peut être trogné, qui répond très bien au trognage. Ça peut donner des arbres de plusieurs mètres de diamètre. On le trouve partout. Là, c'est dans une oasis un peu de montagne, oasis d'olivier. On peut le trouver isolé au milieu des parcours. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'oriental, c'est-à-dire la bordure avec l'Algérie, région très sèche. Il n'y a plus un arbre, il n'y a pas grand-chose. Les seules choses qui restent au fond des oueds qui n'existent plus, c'est des pistachiers trognés, des vieilles trognes de pistachiers. Enfin, pas des vieilles, les arbres sont vieux, mais la trogne est encore active. Et c'est ça qui permet aussi aux troupeaux de manger quand ils passent. Là, on est sur du frêne oxyphile. Donc sur toutes les pentes des montagnes au-dessus de Marrakech, on a des terroirs de trognes oxyphiles taillés de diverses façons, mais qui sont essentiels pour la nourriture des animaux. Le frêne dimorphe, on y reviendra tout à l'heure, qui fait des trognes absolument magnifiques. On est dans le Haut-Atlas central, on est à 1800 mètres d'altitude, 2000 mètres, donc on est en régime à la fois aride et froid. Et c'est un terroir qui a été complètement aménagé autour de ce frêne dimorphe grâce à la fabrication des trognes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Chêne vert qui est partout dans tout l'Atlas, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, qui est l'arbre fourragé par excellence. Et là, vous voyez deux façons qu'ont les troupeaux de se nourrir. Donc, outre l'affouragement à terre que j'ai montré tout à l'heure, les animaux peuvent se nourrir en se mettant debout. Et vous voyez, c'est vraiment taillé à la hauteur des chèvres. Et parfois, dans le chêne vert, c'est plus rare, mais les animaux peuvent monter et se nourrir dans la couronne de l'arbre, quelque chose qu'on va retrouver dans le sud-ouest du Maroc avec l'arganier et avec des chèvres qui sont à la fois configurées et habituées à monter dans les arbres. Le thuya. Il y a dans certaines zones, là encore dans le Haut-Atlas, des terroirs entiers constitués à partir de trognes de thuya. Et là, vous voyez, on est sur ce que Dominique vous a montré tout à l'heure, sur des émondes. Des émondes donc, qui vont être utilisées à la fois pour nourrir le bétail et pour le bois de feu. Et vous voyez, là, on est dans de l'agroforesterie au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'on a des cultures de céréales avec des thuyas qui sont de germination spontanée, mais peu à peu entretenus et intégrés dans l'aménagement du terroir. Le genévrier thurifère, alors on en a un petit peu ici dans la haute vallée d'Asco. Ils sont petits ici. Et là, au Maroc, c'est des arbres absolument énormes. C'était préféré, ça? Ben ouais, évidemment. Parce qu'à la fois, ils ont des... Bon, celui-là, il est assez classique dans sa forme. Là, on est sur 3 mètres de diamètre. Des arbres qui sont, vous voyez, on est sur un karst d'altitude. En hiver, il y a 2 mètres, 3 mètres de neige. En été, il n'y a pas d'eau parce que l'eau, elle est sous le calcaire. Et on est dans un terroir qui ne vit que grâce au genévrier. Il y a quelques bergeries qui se sont transformées en villages permanents. On arrive à cultiver dans les endroits où il y a un tout petit peu de terre, on va cultiver des céréales. L'essentiel, c'est du troupeau, de moutons et de chèvres, donc 2 parcours qui sont nourris essentiellement avec le genévrier thurifère. Le genévrier thurifère, on a l'habitude de dire qu'il est en danger à cause de la pression pastorale. Quand il est taillé de façon raisonnée, on va dire régulière, et non pas anarchique, ce qui peut arriver quand même, on a des arbres qui peuvent tenir des siècles, ça certainement 6-7 siècles, et vous voyez qu'il est en pleine forme. Il y a une réserve là au niveau du bois et au niveau du système racinaire énorme. Hop. On parlera, je reviendrai un peu plus sur les pratiques de l'arganier. Là, on n'est pas vraiment sur une trogne, et on va voir pourquoi je l'ai quand même inclus dans la présentation, parce qu'il y a toute une façon de traiter l'arganier qui est très intéressante.
Et voilà donc l'acacia. On reviendra aussi sur les différentes pratiques d'utilisation et de taille de l'acacia. Mais là, on voit en particulier, là, ces arbres-là sont essentiels pour les bergers en été. Enfin, en été, c'est-à-dire ça peut commencer au mois de mars, quand il se met à faire 40 degrés. Et quand on est en parcours, on a vraiment besoin, pour les troupeaux et pour les bergers, de pouvoir s'abriter sous l'ombre de ces arbres. Alors des tailles et des usages multiples, là Dominique en a un peu parlé, et on va voir comment les usages multiples vont configurer l'arbre. Donc là on est sur de l'usage exclusivement fourrager et alimentation des troupeaux. On va donner, donc le berger monte dans l'arbre et coupe les branches qui donnent à ces animaux. C'est pas fait n'importe comment, c'est-à-dire que là on a un cycle de taille d'à peu près 8 ans. Donc tous les 8 ans, ça ne pousse pas vite. Hein. Dominique parlait tout à l'heure sur du fourrager de 4-5 ans. Au Maroc, on est plus sur des cycles de 8 ans. Et tous les 8 ans, il y a toute une partie du parc à trogne qui va être retaillée. Et on va donner à manger aux animaux. Et après, pendant 8 ans, on n'y touche pas. Donc c'est une gestion qui n'est pas du tout anarchique. C'est pas tiens un arbre on va couper, non, c'est vraiment raisonné. On sait que celui-là il ne faut pas le couper avant un certain nombre d'années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les bergers ont remarqué que s'ils donnaient le fourrage en début de saison, mois de juin, ils disent on peut en donner un peu, mais c'est poison pour les animaux. C'est-à-dire qu'à un moment ils se mettent à avoir des diarrhées extrêmes. Par contre, à partir de septembre, on peut en donner autant qu'on veut, et les animaux aiment ça. Donc on a l'équipe de Didier Genin et Mohamed Ali Friki ont fait des recherches sur la composition du fourrage. Et en début de saison, ce fourrage il est extrêmement riche en tanins, donc très peu digestible par les animaux. Ça leur donne la diarrhée. Par contre, ils vont en donner un peu, parce que c'est le moment où les troupeaux sortent un peu des étables, donc juste après des longs mois de stabulation parce qu'il y a trop de neige. Ils vont se mélanger avec d'autres troupeaux, et là, c'est la purge. Puisque vous allez vous mélanger avec d'autres troupeaux, pour éviter que vous contaminiez, on va vous purger. Et donc la purge, c'est avec le feuillage du frêne dimorphe, un peu mais pas trop. Et puis, donc là, au début du printemps, il y a encore pas mal de choses à manger par terre. Au mois de septembre, quand il n'y a plus rien, on va revenir et on va donner le feuillage qui, à ce moment-là, la teneur en tanin a complètement baissé. Et ça, c'est quelque chose que les bergers savent sans avoir fait d'analyse, hein, juste par les observations entre l'état de l'arbre et le comportement du troupeau. Donc, une connaissance très fine qu'on a complètement perdue chez nous sur l'écologie de l'arbre, à quel rythme on peut tailler sans que l'arbre souffre trop, et sur l'écologie du troupeau, en quelque sorte, l'écologie du troupeau dans la forêt, et cette interrelation entre l'arbre et le troupeau. Donc des connaissances vraiment très fines. Pour compléter, pas compléter, mais illustrer, on a organisé une journée agroécologie il y a 2 ans de ça en balade chez un éleveur. Et effectivement, il a observé ce comportement des animaux qui, à une période de l'année, enfin, au printemps, ne touche absolument pas, et là, pour le coup, sur de l'oléace, ne consomme absolument pas d'oléace à ces périodes-là, et la consomme plus tard dans l'année. Voilà. Alors, dans le Haut-Atlas, on a besoin aussi beaucoup de bois. Et les trognes, on est toujours sur du frêne dimorphe, les trognes vont aussi être taillées pour produire du bois. Et là, en particulier pour produire des perches, les perches sont utilisées pour faire les toits. On est sur des maisons assez longues, assez étroites, qui font 4 mètres de large. Et on est sur des toits terrasses. Et donc, il y a besoin de perches pour faire ces toits, qui après vont être recouverts de terre. Et donc, on va traiter le frêne dimorphe de façon à ce qu'il produise aussi des perches. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez en bas des branches qu'on va laisser pousser pour le fourrage, donc qui vont être coupées tous les 8 ans. Et on a ces brins qu'on va laisser grandir, qui vont être coupés tous les 15 ans, mais qui, pour les faire monter en hauteur, vont être élagués.
Donc là, on a à la fois une taille à la tête et puis à la fois une taille en émonde. Et cette taille qui est faite tous les ans, des petits rameaux qui repartent, c'est donné au bétail en alimentation. Et on peut, à un moment, quand la perche sera suffisamment haute, mais pas encore assez épaisse, on va tailler le haut, trogner le haut. Et puis, au bout de 15 ans, on coupe, et là, c'est utilisable pour les maisons. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les brins ont à peu près le même diamètre, tous les brins ont la même hauteur, il n'y a plus besoin de calibrer, c'est calibré déjà à la production. On utilise, plouf, et on peut utiliser pour construire. Donc ça peut être, là, vous avez une priorisation sur la fourniture de perches, et là, vous avez un arbre qui est vraiment mixte avec un peu de perche, et puis en bas, une taille beaucoup plus fourragère. On va retrouver la même chose sur le genévrier thurifère, donc le même que le gros que je vous ai montré tout à l'heure, avec tout un étage bas qui va être utilisé pour l'alimentation du bétail et une forêt de perches. C'est vraiment une forêt de perches. Et là, c'est plus intéressant. Alors, les perches sont plus grosses, ce n'est pas tout à fait les mêmes constructions dans cette région. Là, le cycle, c'est 30 ans. Et ce qui est intéressant, et c'est là où il faut retrouver aussi des solidarités sociales intergénérationnelles, c'est que un jeune berger, quand il va se marier et qu'il va avoir un fils, il se dit, bon, mon fils un jour il va s'établir, donc il aura besoin de construire sa maison. Donc là il va voir l'assemblée du village, il va dire, est-ce que je peux aller dans la forêt tailler 1 ou 2 genévriers pour la production de poutres, pour dans 30 ans. Et donc on lui donne des arbres, et là il commence la taille pour la production de poutres qui sont destinées au bout de 30 ans à construire la maison de son fils. Ça roule. C'est comme ça, parce que le fils lui-même va faire ça. Et tout ça est régulé par l'assemblée villageoise. Et voilà, sur le frêne dimorphe, on arrive à ces trognes, elles aussi monumentales, qui ont plusieurs utilisations. Et on voit là aussi qu'on a créé des charpentières. On a créé des charpentières qui vont servir dans certaines parties de la construction. Donc pas uniquement pour le toit. Si besoin, on ira couper une branche ou l'arbre pour utiliser ces charpentières. Alors là, je vais vous parler de techniques de traitement des arbres, qui ne sont pas uniquement des techniques de trognage, Dominique en a suffisamment parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour avoir La trogne, c'est quelque part un super arbre. Ça produit plus qu'un arbre qui va pousser juste pour produire du bois. Comment est-ce qu'on peut faire pour produire encore plus? Et là, il y a des choses absolument extraordinaires qui existent encore au Maroc et dont on a un peu la mémoire dans certains endroits de France. La première, c'est ce qu'on a appelé le mariage des frênes. On est toujours sur ces terroirs des frênes dimorphes, dans le Haut-Atlas central. C'est comment produire un super arbre, quoi. Comme on va faire un surhomme, on va faire un surarbre. Dans ces endroits, là aussi, on est sur du karst, comme pour le genévrier tout à l'heure. Donc, pas de sol, quasiment pas de sol, l'eau très très profonde. Donc, ces frênes, quand ils vont germer, ils vont émettre leurs racines, trouver des fissures jusqu'à arriver à l'eau, ce qui peut être très en dessous de la surface du sol. Vous voyez, dans certains endroits, il y a un peu d'herbe au printemps, donc là, mais des conditions de vie extrêmement difficiles. Un petit frêne, il va avoir du mal. Les bergers ont appris à marier les frênes. Marier les frênes, ça veut dire on va repérer soit une germination, soit ça peut être aussi un petit taillis, ou un arbre qu'on a coupé ou qu'on a dû couper, ou une série de germinations qu'on va planter en rond sur un diamètre d'à peu près 1 mètre ou un peu plus. On va mettre ça à l'abri, le bétail passe, il ne faut surtout pas que ce soit consommé, donc dans une espèce de tour. Et on va faire monter la tour au fur et à mesure que la tige pousse, et ça a un triple avantage, ça protège des chèvres et des moutons qui sinon iraient tout ravager, ça aide l'arbre à monter parce qu'il fait sombre et que pour aller chercher la lumière, il faut monter le plus vite possible, et ça crée un microclimat relativement plus frais et plus humide, en été c'est indispensable, donc ça va bénéficier aussi à l'arbre. Et puis quand l'arbre est défonçable, hein, c'est-à-dire, vous voyez, là c'est fini, les chèvres ne peuvent plus accéder, on enlève le mur et on a toutes ces tiges qui ont poussé en même temps.
Et là, on va les serrer, puis ça va continuer à pousser et ça va se souder. Alors, quel avantage? L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir un système racinaire, là, on en a 10 ou 15. Donc, beaucoup plus de capacité à exploiter les filons d'eau et la nutrition du sol, et éventuellement au niveau des mycorhizes, on ne sait pas ce qui se passe, mais il doit y avoir des choses importantes. Et puis, et ça marche même sur les rejets de souches, il y a des génomes différents. Donc on a 15 paquets génétiques différents. Et ça, pour résister aux conditions du haut Atlas, mais c'est des conditions qui risquent de nous arriver sur le coin de la tête assez vite, c'est-à-dire des sécheresses très prolongées, des irrégularités climatiques au niveau de la pluviométrie, du vent, de l'enneigement, variabilité interannuelle extrême. Si on a la capacité, puisqu'on est un arbre, mais qu'on a des systèmes, des patrimoines génétiques différents, on a vachement plus de capacité à résister. Donc il y a toujours un bout du génome qui va permettre à l'ensemble de résister. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur des super arbres. Oui. Là ils le font qu'avec le frendimorphe, et on a retrouvé en France, là dans un écrit qu'on m'a passé en puisée, des témoignages. Alors la puisée, c'est une grande région de trognes, surtout des trognes de charme, qui étaient beaucoup utilisées au siècle dernier pour produire des fagots pour les fours à potier. Eh bien, ces charmes, et on voit, ils ont le tronc un peu comme ça, tout boursouflé, c'était aussi des troncs issus de plusieurs germinations, de plusieurs tiges. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer sur des qu'on a exploité des fois dans des forêts de chêne vert? Oui, complètement. Sur des CP, oui. Sur des oui, CP, oui. Ouais. Alors, sur le chêne vert, oui, ça a l'air, pourquoi pas. Il faut essayer, il faut vraiment essayer. C'est là où il faut, même si la pratique n'existait pas ici, c'est là où il faut essayer. Sur le frêne, c'est sûr que ça va marcher. Sur les, voilà. Le chêne vert, on le contraint avec l'espace d'ombre pour qu'il monte. Je ne sais pas si la CP, elle est assez flexible, elle est assez malléable pour faire. Et le CP, c'est un seul individu. C'est un seul individu, oui, mais au niveau. Non, mais là, c'est fait aussi avec des CP. Et quand on regarde la génétique de chaque brin, ils n'ont pas la même génétique. Ça, c'est un truc extraordinaire dans l'arbre, c'est que les réitérations, souvent, n'ont pas la même génétique que pas tout à fait, hein, c'est quand même toujours des chênes, mais ça a été prouvé même dans des arbres, c'est-à-dire que les réitérations, au niveau de la couronne, chaque petit bout d'arbre a sa propre génétique. Et donc, c'est encore plus vrai dans les rejets. Et du coup, même le système racinaire, en fait, ils ont pas tous les mêmes. C'est presque des canaux, quoi, finalement. Oui, chacun a son système racinaire autonome. Ouais, autonome. Ça, même dans les arbres, ça a été prouvé que chaque réitération dans un arbre avec un seul tronc avait son système racinaire autonome. C'est-à-dire son propre réseau de vaisseaux. Voilà, donc ça, c'est une technique qui a été... Et grâce à cette technique-là, donc il y avait des frendimorphes, mais qui étaient... Le frendimorphe, quand il n'est pas traité, c'est un petit buisson épineux, ça monte rarement en arbre. Et là, avec cette technique-là, ils ont fait des parcs à trognes, j'ai une photo plus loin, qui a permis à certains bergers de se sédentariser. Avant, ils passaient. Hein. Et là, il y a un certain nombre de bergers qui se sont sédentarisés, qui donc ont fait aussi quelques cultures de céréales, très peu, hein, parce que ce n'est pas favorable, mais qui vivent avec leurs troupeaux grâce à ce parc à trognes qu'ils ont complètement construit avec ces super arbres. C'est la même. Voilà, là c'est... Ben oui, non, je n'ai pas de photo, je voulais vous en parler. Là, on passe à l'arganier. Alors l'arganier n'est pas vraiment traité en trogne, donc l'arganier, c'est l'arbre qui produit l'huile d'argan, qui est un arbre endémique du sud-ouest marocain, ça va de Essaouira un peu jusqu'au Sahara. Et on a l'habitude de voir, parce que ça a été énormément publicisé à travers l'huile d'argan, on a l'habitude de montrer ces arbres, qui sont vraiment des très beaux arbres, en disant, mais regardez ces beaux arbres, et puis après on va montrer un arbre avec plein de chèvres dedans, à moitié en train de, entre guillemets, mourir. Et on va dire, vous voyez ce qu'ils font, les éleveurs, ils ne savent même pas protéger les arbres.
sachant que l'arganier, comme toutes les espèces non cultivées au Maroc, donc hors espèces fruitières, tous les arbres, toutes les espèces sont sous la tutelle du ministère des Forêts. Donc ces arganiers sont sous la tutelle du ministère des Forêts, ça veut dire que les éleveurs n'ont pas le droit de toucher à un brin de ces arbres sous peine d'amende, voire de prison. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et quand on interroge les éleveurs, parce que c'est pas compliqué, il suffit d'aller parler avec eux, ce que les gens des ministères en général ne savent pas faire là-bas, certainement pas, parce qu'ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des savoirs paysans, et encore moins chez les bergers. Puis quand on va parler à un berger, on s'aperçoit qu'il y a énormément de connaissances sur l'arbre, sur la physiologie, l'écologie de l'arbre, les relations entre l'arbre et les troupeaux. Et donc, quand on leur dit, mais quand on regarde l'arganier dans un terroir, il y a des tas de formes très variées. Il y a des gros arbres, il y a des petits arbres, il y a des buissons, il y a des rochers verts. Et on se dit, mais d'où vient cette variation dans la forme de l'arganier? Ils disent, on la crée, c'est nous qui la créons. Et donc, pour créer un arbre comme ça, c'est du boulot. Pourquoi? Parce que voilà à quoi ça ressemble un arganier qui va germer. Et ça, on va le retrouver un peu partout en Méditerranée. Un arganier qui germe, ça germe en général dans les pierres. C'est jamais planté l'arganier. On ne plante pas les arbres qui poussent tout seuls. Mais il y a suffisamment de germination. Sauf que quand il va germer, alors il y a plein de choses qui passent par là. Il y a des insectes, il y a les criquets, il y a des chèvres. Il peut y avoir, autrefois, il y avait des antilopes. Et donc, tous ces petits animaux, ou parfois juste un mauvais épisode climatique, va faire en sorte que le bourgeon terminal, il ne va plus exister, il va se faire manger, ou il va mourir, ça peut être la sécheresse aussi. Le bourgeon terminal mourant, il n'y a plus de dominance apicale. Qu'est-ce qui se passe? Les bourgeons latéraux vont être stimulés, et très très vite, on va avoir, au lieu d'avoir un arbre, un tronc, on va avoir une pousse déjà petite, mais avec plusieurs axes verticaux. Ça ne donnera jamais un arbre, si on ne s'en occupe pas. Et donc, les bergers vont venir, ils se disent, mais si moi j'ai besoin d'un arbre au milieu de mon champ, parce que je n'ai pas besoin d'un buisson, il va falloir que je travaille. Donc on commence à le travailler, à couper les branches, à sélectionner quelques brins, parce qu'il faut quand même être prudent, si on n'en a qu'un et que quelqu'un passe par là, il va falloir recommencer tout le travail. Et puis, voilà, peu à peu, ça va monter, on va former ce tronc au bout d'un long travail. Alors, ce n'est pas du travail, souvent on passe avec les troupeaux, on se dit, tiens, un petit rejet, plouf, ou alors c'est les animaux qui s'en chargent. Mais ça, ce n'est pas un porc naturel, ou très rarement, c'est un arbre travaillé. Et les bergers disent, nous, l'arganier, on l'éduque en arbre. C'est le terme éduquer, c'est le terme qu'on utilise pour les enfants aussi. Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arbres? Parce que si on veut faire pousser des céréales en dessous, il vaut mieux qu'on n'ait pas de buisson. Si on veut faire passer les troupeaux, comme ici sur les repousses, il faut éviter que les troupeaux mangent l'arbre. Et en plus, si on veut faire des noix d'argan, production fruitière, on a intérêt à avoir un arbre plutôt qu'un buisson. Donc, à ce moment-là, dans certaines conditions, dans les terroirs où on va faire des céréales, on va éduquer en arbre. Là, petite photo pour vous montrer aussi l'intérêt de l'arbre dans des milieux arides. Là, on est en début de printemps. C'était une année très sèche. Il n'avait pas plu en automne, il n'a pas plu en hiver, et il n'avait pas plu au printemps non plus. Donc l'herbe, elle ne poussait pas, sauf à l'aplomb des gros arganiers. Et tout le terroir était comme ça. Il y avait ces espèces de grosses taches vertes qui étaient sous la couronne des arganiers. Là, si on observe le tronc, est-ce que c'est naturel? Là, oui. Sur l'arganier, oui. Ce tronc très crevassé, c'est naturel. C'est pas justement un mariage? Là, non. Et puis, les arganiers, ça sert aussi à nourrir les animaux, et en particulier les chèvres qui, dans l'arganeraie, sont des chèvres grimpeuses, pour partie, pas uniquement. Et donc, si on veut que les chèvres elles grimpent dans les arbres pour se nourrir, si on a un tronc, là, par contre, ça ne va pas. Et donc, on va favoriser le contraire de l'arganier des champs, c'est-à-dire l'arganier de parcours, on favorise
un branchage bas et horizontal pour que les chèvres elles puissent aller dedans. Alors, là encore une fois, c'est des gestes qui ne se remarquent pas, parce que le berger ne va pas se dire aujourd'hui je vais aller tailler mon arbre pour mes chèvres. Il passe et puis il dit tiens, là, plaf, et puis là on enlève un petit bourgeon apical pour que. Donc c'est des gestes complètement invisibles, donc des pratiques invisibles auxquelles on n'aura pas accès si on se contente de regarder et si on se contente à partir de ce qu'on regarde, de faire sa propre théorie. Il faut aller parler, c'est ce que font les anthropologues, il faut aller parler avec les bergers. Sinon, on n'a pas accès à tous ces savoirs. Mais dès qu'on va parler, et contrairement à certains industriels, les agriculteurs, en tout cas dans les pays du Sud, sont très, enfin, ils donnent leur savoir dès qu'on va s'intéresser à leur savoir. Ils sont prolixes là-dessus. Donc, ce qui est intéressant aussi, alors voilà. Donc, on a ces arganiers de parcours qui sont, et vous voyez, il y a plusieurs. Là, il y a des arganiers complètement buissonnants qui vont pouvoir être pâturés par les moutons et par une partie des chèvres, et puis on a ces arganiers dans lesquels les troupeaux peuvent monter. Et un troupeau, c'est composé, un troupeau de chèvres, c'est composé pour partie d'animaux grimpeurs et pour partie d'animaux brouteurs, mais qui sont capables de se mettre debout sur leurs pattes de derrière pour aller manger. Et donc c'est un doctorant de l'INRA ici, Nicolas Lacombe, qui avait été faire toutes ses études auprès des bergers et qui a, en interrogeant les bergers, les bergers lui ont dit « mais nous, on adapte la composition de notre troupeau, c'est-à-dire la proportion d'animaux grimpeurs et d'animaux bipèdes, en fonction de l'état des arbres. Si on voit que les arbres ils ont été trop pâturés par nos, par nos bêtes, il me faudrait de l'eau. À ce moment-là, on va réduire le nombre d'animaux grimpeurs et favoriser les animaux bipèdes. » Et j'ai oublié de dire aussi, dans la configuration des arbres pour le pâturage aérien, on se sert des pierres. Et donc les pierres vont conduire le chemin des chèvres dans l'arbre. C'est-à-dire que la pierre va permettre, c'est une espèce d'instrument pour architecturer l'arbre, et on va la poser à certains endroits dans la couronne ou sur les branches, qui vont soit interdire une partie de l'arbre, donc là il y a une pierre, la chèvre ne peut plus accéder, soit au contraire favoriser l'accès à d'autres parties de l'arbre. Donc dans ce système de ce que j'appelle sculpter des arbres, il y a non seulement les gestes sur les bourgeons, mais il y a aussi toute cette architecturation grâce aux pierres qui vont conduire le chemin des chèvres dans l'arbre. Donc, ça, c'est des savoirs qui ont été mobilisés parce qu'il y avait toute une démarche de labellisation de la viande de chevreau de l'arganier qui est portée par François, entre autres, hein, et qui, parce que c'est une viande assez particulière. Première fois, ça a bloqué. Donc là, c'est un groupement d'éleveurs qui a dit non, mais nous, on peut prouver. Et là aussi, Nicolas Lacombe est intervenu avec. Mais ça a échoué. Et ça a encore une fois échoué. Oui, mais ils avaient mis en avant tous ces savoirs en disant regardez, nous, on est capable de vous dire si l'arganeraie, si nos peuplements d'arganiers sont en bonne santé ou pas. On sait voir et on sait gérer. Ouais. Ah, complètement, mais c'est des savoirs, enfin il y a une attitude aussi bien du ministère de l'Agriculture que du ministère des Forêts vis-à-vis des bergers qui est terrible. Et pourtant, il y a une dynamique, et pourtant ils ont conscience d'un certain nombre de choses. C'est là l'intérêt d'approfondir un peu les choses, c'est-à-dire que d'un côté ils sont prisonniers de leur vision très technique, et puis d'un autre côté ils perçoivent bien les dangers, le manque d'attractivité, enfin tous les trucs qui... Je vais prendre un peu d'eau. Les noix d'argan germent bien mieux quand elles sont passées par la panse des chèvres, qui rejettent les noyaux, contrairement à ce que disent tout le monde. On ne peut pas utiliser les noyaux donc pour faire l'huile d'argan qui sont passés par les chèvres, parce que c'est des déjections. Ce n'est pas les déjections, c'est de la régurgitation. On va trouver la même chose avec l'acacia, cet acacia dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que là, on a un bel arbre, et puis là, on a un port, je ne sais pas comment ça s'appelle, celui-là, comme une espèce de cépé,
Et là, on a un port plutôt buissonnant. Et là encore, ce sont des formes qui sont recherchées parce que pour avoir des fruits, c'est mieux, comme pour l'arganier, c'est mieux d'avoir un gros et beau arbre qui va faire de l'ombre. Et pour que les animaux pâturent directement sur l'arbre, c'est mieux d'avoir des formes plus basses. Et là, vous voyez à la fois le rôle essentiel de l'ombrage en été. Les chèvres aussi peuvent monter dans les petits acacias pour se nourrir. Et là, on a vraiment... les moutons vont se nourrir sur les ramifications basses ou sur les formes buissonnantes. Et les chèvres vont soit monter dedans, soit se nourrir en se mettant sur leurs pattes. Revenons à l'arganier. Dernière façon de façonner l'arbre, c'est pour faire des haies. Et donc pour faire des haies, c'est la technique que nous a décrite Dominique. On a des plesses là. On a des plesses. Alors comment ça a été formé exactement, on ne sait plus. Est-ce que ça a vraiment été plessé ou est-ce que c'est des ramifications latérales basses qu'on a encouragées? Là, on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais on a cette haie donc avec ces rejets verticaux qui sont sans doute issus d'un dragonnage. L'arganier drageonne beaucoup. Et puis, sélection, encouragement à des branchages, des branches horizontales, et le tout, peu à peu, va se souder. Et là, on a une haie plessée, soudée, et là, elle est très impénétrable. Là, vous avez, voilà, ce qu'a décrit Dominique sur la technique de la plesse, c'était pour faire... Et qu'est-ce qui se passe? On peut avoir aussi, en complément de ces soudures, un travail qui va être fait par les animaux, qui vont passer le long de ces chemins, qui vont manger toutes les feuilles basses, les branches, les ramifications basses. Et là, l'arbre, pour se défendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des épines, des toutes petites feuilles très coriaces, et ça fait une véritable muraille végétale. Donc on a le travail sur l'arbre directement, et on a le travail sur l'arbre à travers le mouton, qui va pour constituer des haies impénétrables, et on a vraiment intérêt à ce que ce soit impénétrable pour éviter que le bétail rentre dans les céréales. Donc là encore une collaboration entre l'arbre, l'animal et le berger, qu'on peut tout à fait retrouver chez nous, comme disait Dominique, avec l'oléastre, avec... si on veut faire des haies, parce que je ne sais plus tout à l'heure qui parlait de... C'est un vrai problème, c'est-à-dire que si on veut faire des parcours et bien les gérer en parcours agroforestier, il faut pouvoir clôturer. La clôture, ça coûte cher. Une clôture végétale, c'est du travail à mettre en place. Ça vaut peut-être le coup d'y penser aussi, au lieu de vouloir faire des grillages. Et puis ça reste plus longtemps en place que juste... Oui, dans le maquis, compris dans le maquis. Et là, ça c'est l'arganier, toujours. Toujours de l'arganier. Ouais. Toujours de l'arganier. Et l'arganier... Derrière, il y a un plessage. Enfin, au niveau de là, à ce niveau-là. On peut revoir la diapo avant, là où il y avait les schémas. Ah oui. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Dominique va nous apprendre à plesser. Comment on fait pour courber les branches. Donc on courbe les branches, on les incline et puis on met des piquets pour solidifier le tout. Mais ça, tu en reparleras, Dominique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des paysages? Là, je vais juste vous montrer ce que ça donne très vite. Là, on est sur le pistachier de l'Atlas, dont je vous ai parlé en introduction. Donc, un arbre qui résiste à tout, à toutes les situations. Et c'est un arbre en condition d'aridité qui est vraiment à retenir. Et ça peut nous inspirer pour ce qui vient. Alors, pas forcément à notre génération, mais... Il faut penser à l'aridité parce que nos conditions climatiques vont vers ça, y compris dans des régions non méditerranéennes. Le pistachier de l'Atlas, c'est très bien. En plus, ça fait, les fruits sont comestibles, pas tellement directement, mais ils rentrent dans les préparations des épiciers, là, de Ras El Hanout. Là, on est sur un karst, encore une fois. Il y a un peu de terre dans les zones plates. Vous voyez, là,
On est sur des cultures d'orge qui, s'il fait trop sec, seront broutées par les animaux. Et si la pluie est suffisante, on pourra récolter l'orge. Vous voyez, là, il y a un arbre qui a été taillé à l'automne il y a 1 an. Et là, je ne sais pas, il y a 5-6 ans. Donc on a dans ce parc de Trogne des arbres qui sont à différents stades dans le cycle du trognage. Et là, on est en automne, il n'y a plus rien à manger. Et donc là, on voit les branches à terre. Je ne suis pas arrivée au moment où ils donnaient à manger aux animaux, mais vous voyez que ce pistachier a été en partie taillé pour donner à manger aux animaux. Et puis, dans des conditions d'humidité plus favorables, on a ces mêmes parcs. On est toujours sur du pistachier de l'Atlas, toujours traité en trogne, mais là en trogne haute, dans un terroir céréalicole. On est dans l'anti-Atlas, c'est dans une zone quand même assez sèche, mais en fond de vallée. Et on a un traitement différent des trognes qui donne une allure différente au terroir. Là, on est sur les terroirs de frêne oxyphiles dans le Haut-Atlas. Vous voyez, on est dans une espèce de bocage. Hein. Les trognes sont en bordure de parcelles et elles sont activées là, en fin d'été. Là, on est sur un terroir beaucoup plus raide, donc toujours en bordure de parcelles, mais associé à un terrassement. Et là, on a là encore beaucoup de frênes et quelques noyers. Là, on est toujours dans le frêne, on est sur des terres plus plates, on est dans une zone vraiment céréalicole traditionnelle, hein, avec toute une structuration du paysage, avec ces haies de trogne ou bien ces arbres isolés au milieu des champs, quasi exclusivement du frêne, un peu de chêne vert. Là, on est dans les terroirs de chêne vert et là, on a globalement la forêt de chêne vert, c'est une forêt pâturée, avec ces arbres qui sont sculptés par et pour le pâturage, vous voyez, hein, sculptés comme ça, et tous ces arbres sont des trognes. On l'a vu, et ça n'empêche pas la culture de céréales. Là, on est dans un terroir. Alors, c'est compliqué de faire la différence. Hein. Est-ce qu'il était forestier dans la diapo précédente et agricole ou agroforestier dans celle-là? On est dans un terroir global. Donc, culture d'orge, un peu terrassée, avec les chênes à côté. Vous remarquerez là aussi, il y a un peu d'herbe et c'est juste à l'aplomb des couronnes. On peut savoir là, dans les terroirs où il y a du parcours, mal dans les chênes verts, c'est la question qu'on se pose souvent ici par rapport au dépérissement et à la régénération des peuplements. Ils le gèrent simplement avec des clôtures. Ils ne gèrent pas très bien et je pense que ça se gère plutôt au niveau dans les terroirs un peu pastoraux comme ça, où on peut, dans les murs, protéger en tout cas, ça se fait pour l'arganier, protéger les repousses. Et puis après, après il y a les petits trucs de pierre aussi qu'on va trouver plus proches des villages. Après, c'est toujours un peu compliqué à cause des relations entre les services forestiers et les éleveurs. C'est-à-dire que on autorise le pâturage, mais rien de plus. Donc ils ne vont pas investir du travail dans l'arbre ou dans la protection des repousses s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir revenir et s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rester. C'est vraiment toute une négociation entre le forestier sur place. Donc il y a des terroirs où ça marche très bien et il y a des terroirs où ça ne marche pas du tout. Et les terroirs où ça ne marche pas, les chênes verts, ils ne sont pas dans cet état-là. Hein. Là, on est sur ce parc de frênes dimorphes. Alors quand vous voyez ça, vous dites, ça y est, ils ont massacré les arbres, c'est terrible. Et puis bon, après, et là on voit bien les différentes façons de mener les trognes en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Et vous voyez à quel point c'est plein de cailloux. Là on est sur les terroirs de l'arganier, donc là on est sur les arganiers de fond de vallée, dans les zones de culture de céréales. C'est mélangé à de l'olivier, à de l'amandier. On est vraiment dans un parc agroforestier dans sa toute splendeur. Là, on est plus sur les zones pastorales, les zones de parcours. Vous voyez, on est sur une forêt lâche. Alors, tous les arbres ne sont pas gérés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, mais une grande partie quand même. Du coup, dans les arbres qui sont utilisés pour le fourrage, ils montent dedans, ils coupent les branches. Non, là non. Les chèvres, elles montent. Là, dans l'arganeraie. Ouais.
Et par contre, pour les chênes verts, oui, ils montent dans les trognes. Ouais. Ouais. Pistachier, pareil. C'est des compléments et c'est vraiment intéressant en saison sèche quand il n'y a plus d'herbe. Donc là, le chêne vert, il a tout son intérêt. Et comme il est en repos végétatif, vous pouvez le trogner en été et là, c'est pas grave. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, parce que bon, puis c'est intéressant de réfléchir au niveau du territoire ou du paysage, c'est-à-dire que si on met à contribution les végétations arborées et arbustives, ça permet de valoriser des espaces pour l'élevage, donc pour qu'on mange, nous, c'est ce que disait très bien Dominique, nous on va manger de l'arbre à travers l'animal. On ne peut pas consommer directement, on peut même pas faire de la céréale là, mais grâce à l'animal, on va pouvoir tirer parti de ces végétations dont on ne sait rien faire et qui en plus peuvent brûler à tout bout de champ. Voilà, donc on retourne un tout petit peu au Maroc, on est sur ces zones d'acacia, là on est bordure nord du Sahara, avec des peuplements, là c'est un peuplement assez dense, et donc les bergers amènent leurs troupeaux, et les années où il pleut, c'est-à-dire autrefois c'était tous les 4 ans, dans les bas-fonds, là on peut faire de la céréale, et là on est dans un parc, là tout le monde va vous dire c'est de l'agroforesterie, oui, enfin pas plus ni moins que celle d'avant, mais on peut avoir l'association entre les arbres, les céréales, une fois que le blé est récolté, on va faire passer les troupeaux. Voilà, et là on repart en haute montagne sur le genévrier thurifère, là on est vraiment sur des parcours d'altitude, hein, on est soit dans les estives, soit dans des zones de transhumance très, très longues, et avec quelques endroits où les gens se sont sédentarisés. Et autour de ces bergeries qui sont maintenant de plus en plus occupées, il y a de moins en moins de neige aussi, on voit que les arbres sont trognés, mais ils sont trognés sans que ça mette en danger les arbres. Quand on passe beaucoup plus loin de bergeries, dans des terroirs plus contrôlés par les services forestiers, qui n'ont pas assez ni de connaissances ni de bonnes relations avec les bergers, on est dans des forêts de squelettes. On voit surtout que c'est la seule ressource qu'ils ont. Là, c'est la seule ressource qu'ils ont, ouais. Hein? Ah, ils mangent du genévrier, oui. Oui, oui. Ah, mais c'est très bon, très, très bon fourrage, oui. Oui, oui. Très bon fourrage, très bon bois, enfin, c'est un arbre. Comme dit Jean-Paul, je suis un petit peu amoureuse du genévrier thurifère, mais les feuilles, c'est des feuilles en écaille. C'est pas épineux. Non, non, c'est pas épineux. Il y en a dans une vallée adjacente à Ascot, ouais. Ils sont protégés, ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Non, non, il y a le genévrier à gros fruits et il y a le cad en intermédiaire. Au Maroc, le cad est très, très, très consommé par les animaux. Hein. Ah oui, oui, ils adorent ça. Mais c'est des chèvres qui ont peut-être les babines un peu coriaces et qui sont capables d'aller boulotter. Mais on a des très beaux taupières de genévrier et des cad, des choses magnifiques. C'est des... Ah, mais qui ont plusieurs siècles. Ouais, ouais. Alors très rapidement, qu'est-ce qui se passe hors du Maroc? Je reviens sur la DSA en Espagne. Voilà, ça ressemble à ça, la DSA. On est dans un climat méditerranéen, mais beaucoup plus sec qu'en Corse. Et on a un immense parc, essentiellement de chênes verts, chênes lièges. Il y a du frêne, il y a du peuplier, il y a plein d'autres essences. Mais bon, essentiellement chêne vert, plus ou moins dense, avec en dessous une production herbacée, avec peu de précipitations malgré l'orage qui arrive. Et pour maintenir cette production herbacée, il faut gérer à la fois les arbres, les animaux, c'est grâce aux animaux qu'on peut maintenir cette production herbacée qui est complètement anti-écologique. La dynamique écologique, elle va vers la forêt et vers la garrigue. Et puis, tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, on va labourer et cultiver de la céréale, ce qui permet de maintenir après une repousse herbacée. J'aime bien juste un tout petit peu par rapport au repas. On est attendu pour 13h. Oui, il est quelle heure? Ouais, d'ici un quart d'heure, c'est bon. Je passe très vite.
ça, voilà, c'est les différentes tailles d'arbres sur la DSA. Donc toujours des ports très ouverts en corbeille qui facilitent, qui entre autres permettent d'augmenter la production de glands. On est dans la même image que Dominique tout à l'heure, la production de glands essentiellement pour engraisser les porcs. Là, ce n'est pas la saison des glands, on est au mois de mai, et les porcs sont ravis de manger de l'herbe. Et là on est après la récolte des céréales, donc cette alternance entre l'herbe, la culture de céréales, le tout associé à l'arbre et à l'élevage. D'autres productions, des arbres dans la DSA, donc on a le charbon de bois, récolte de champignons, le gaulage, là on peut gauler les fruits, et il y a certaines variétés qui sont des variétés de chêne à glands sucrés qu'on va utiliser, soit, alors en Espagne on fait de la liqueur avec les glands, mais au Portugal il y a plusieurs exploitations qui ont recommencé à faire de la production de glands